Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Ensemble, adoptons de nouvelles habitudes. Voici le temps qu'il vous faut pour recharger votre shampoing Garnier Ultra Doux avec nos nouvelles éco-recharges. La richesse d'Avocat Karité, le parfum iconique de Trésor de Miel, la douceur d'huile merveilleuse. Profitez de tout le plaisir Ultra Doux avec nos éco-recharges pour moins de plastique et plus d'économie. Par Garnier, naturellement. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, mais quel joli week-end. Il y en a plein parmi vous qui peuvent profiter de mini-vacances de 4 à 5 jours, profitez-en bien. Pas nous. Bonjour l'ami Jean-Luc. Oui, bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Oui, on est en direct, on va le préciser quand même, parce que c'est vrai qu'il y a assez peu d'émissions, mais Sud Radio est en direct, même quand c'est des ponts de 4 jours. Bon, ça nous arrive un petit peu, mais c'est pas souvent. Nous, on est quand même souvent avec vous. Vous nous rejoignez sur la page Facebook de Sud Radio, au 0826 300 300, par téléphone si vous voulez réagir, et par mail, je participe@sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans l'objet. Alors, au sommaire de cette émission, attention, ça va pas être calme. Oui, c'est une émission militante, on va dire ça comme ça. Parce que pour commencer, on va s'intéresser au contrôle technique annuel. Tout le monde en a entendu parler. Une idée qui est passée comme ça par la tête de certains, on va dire, illuminés. Je les appelle comme ça, j'allais dire un autre mot. Mais certains illuminés au niveau de l'Europe qui veulent pour tous les 10 ans faire passer un contrôle pour les voitures de plus de 10 ans, faire passer un contrôle technique annuel aux véhicules. Bon, on verra que c'est pas forcément une bonne idée et que surtout ça ne changerait rien. Voilà, donc ça c'est la première chose. Mais ça c'est un des tout premiers sujets. Deuxième chose, vous avez sans doute entendu que les députés ont quand même plus que comment je peux dire, enterré. Oui. Enfin, ils ont creusé le trou. Un gros coup d'arrêt pour l'instant, on va dire. Ils ont creusé la tombe des ZFE. Elles sont pas encore dedans, mais ça va pas tarder. Donc on fera un point avec Pierre Chesseret tout à l'heure de 40 millions d'automobilistes sur ça, ce long combat en fait qu'ils ont contre les ZFE. Alors il y en a qui vont dire oui, mais les ZFE c'est bien, vous comprenez, vous n'avez pas compris. Alors on va réexpliquer tout. En termes de pollution, les ZFE, on le sait parce qu'il y a eu plein d'expérimentations bien avant la France dans d'autres pays. Ça ne marche pas. Le renouvellement du parc, ça marche très bien pour faire baisser la pollution. Les zones à faible émission, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça ne sert à rien du tout. Tiens, sauf à emmerder les gens. Bon, je l'ai dit. Ok, on va donner un coup de canif aussi parce qu'il y a une belle enquête qui est ouverte sur les pneus chinois. L'Europe a des idées à la con, je l'ai dit, ça y est. Avec le contrôle technique annuel, par exemple, puis des fois ils ont des idées qui sont pas trop mauvaises. Ils sont intéressés aux pneumatiques chinois. C'est vrai que les pneumatiques chinois, quand on fait un calcul tout bête, on prend les matières premières, on additionne et on se rend compte qu'ils vendent le pneu moins cher que le prix des matières premières. On verra un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a du dumping? On connaît un peu la réponse. Maintenant, on va voir pourquoi les manufacturiers européens ont porté plainte. Et puis surtout, avec Dominique Steffel qui est avec nous en studio. Et c'est ce que je voulais dire, c'est la première fois, vous l'avez souvent entendu depuis l'existence de cette émission, soit à peu près 4 ans et quelques mois. Et bien là, il sera là avec nous. Et vous le verrez sur la page Facebook de Sud Radio, ce jeune homme qui est monté de son bel Aix-en-Provence. Ce jeune homme, on est toujours jeune quand on a la pêche. Allez, on va aussi... on a toujours 20 ans. Oh, c'est beau. On va parler peinture. Ah bon, on refait des peintures? C'est la saison pour refaire la peinture de vos autos, de vos vieilles autos. Et on vous expliquera pourquoi. Parce que en fait, on peut pas faire de la peinture n'importe quand, sauf si évidemment on a une cabine de peinture, mais là c'est les professionnels. Mais quand on doit soi-même un peu restaurer sa vieille Toto, c'est le moment et on va vous expliquer pourquoi. Sa vieille Toto qui est derrière l'église. Pardon. Et puis pour finir, un petit peu de positif quand même, on ira à Dieppe. On ira à Dieppe pour fêter les 70 ans d'Alpine. Alpine qui a présenté en plus cette semaine, alors je vais dire sa première familiale. Ils aiment pas en fait Alpine qu'on dise familiale, mais bon, c'est une voiture avec 4 portes, 4 places. C'est 4 vraies places. Moi je dis un SUV, alors faut pas dire un SUV au secours, mais bon. Donc on parlera de ça, puis on parlera de l'événement qui regroupe plus de 1000 voitures là sur les 3 jours. Ça a commencé hier. Donc si vous êtes à proximité, n'hésitez pas à aller faire un petit saut jusqu'à Dieppe. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. Vous l'avez compris, c'est jusqu'à midi que nous vous accompagnons avec On Parle Auto. Et bonjour déjà à tous ceux qui sont avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. On va évidemment saluer tout de suite notre 3e co-animateur. Stéphane est déjà là. Bonjour à tous, c'est parti jusqu'à midi. Sud Radio, on parle auto et de sécurité.
Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et nous allons parler du contrôle technique annuel. Est-ce que c'est une mesure qui pourrait être efficace? Puisque vous en avez sans doute entendu parler. On va appeler Alain Landec, enfin on va l'accueillir surtout, qui est le président de la FEDA. La FEDA, c'est une fédération comment on appelle ça, professionnelle, voilà, une fédération pour les professionnels, entre autres de la profession, comme on dit, de l'automobile et de l'aftermarket. La fédération de la distribution automobile. Bonjour Alain. Bonjour, vous m'entendez bien, j'espère? Oui, on vous entend, on vous entend très bien. Il y a un petit peu d'écho, mais je sens que vous êtes chez vous. Mais ça va. Exactement. Vous êtes un petit peu isolé, en fait, au niveau des fédérations, parce qu'on a plutôt entendu d'autres fédérations, bon, on va les citer, Mobiliance, par exemple, qui défendaient la mesure. Bon, on comprend pourquoi, puisqu'ils ont le contrôle technique qui est dans leur branche, exactement, une des branches de Mobiliance, c'est le contrôle technique. Donc, eux, annualiser, ça les arrange, parce que ça fait du trafic dans les centres de contrôle technique. Après, quand on va un tout petit peu plus loin et qu'on se penche sur l'intérêt d'une telle mesure, on se rend compte que non seulement ça servira à rien, mais en plus, c'est encore une charge sur les épaules des automobilistes et les moins fortunés, puisque ceux qui ont les voitures les plus anciennes Jean-Luc, sont les moins fortunés. Je pense qu'il faut remettre le contexte, tu veux bien. Alors pour le moment, au-delà de 4 ans, vous devez faire un contrôle technique tous les 2 ans. Voilà. Ça date des années 90. Contrôle technique tous les 2 ans. Pour les véhicules qui ont plus de 30 ans et qui sont en carte grise avec la mention véhicule de collection, c'est tous les 5 ans. Voilà. Bon. Et pour les véhicules antérieurs à 1960, il n'y a plus de contrôle technique du tout, même en cas de vente. Parce qu'il faut préciser également si jamais on vend la voiture, si votre on doit contrôle refaire le technique contrôle a plus technique. de 6 mois, vous devez refaire un contrôle technique pour vendre la voiture. Donc on passe déjà très souvent au contrôle technique en France. Mais ça, c'était la base de départ. Maintenant, il a été évoqué le fait de faire un contrôle annuel pour les véhicules de plus de 10 ans. Voilà. Oui. Alors, déjà, ça représente quoi les véhicules de plus de 10 ans, Alain ? Les véhicules de plus de 10 ans, ça représente une part non négligeable du parc automobile, puisqu'on sait que la moyenne, la durée de vie moyenne d'un véhicule, c'est 11 ans 97 exactement. Alors je donne ce chiffre précisément parce qu'on l'a calculé avec 3Adata, qui est un organisme auquel on peut faire référence. Ça, c'est l'âge moyen du parc en France. L'âge moyen du parc réel, voilà. 11 ans 97. 11 ans 97. Voilà. Et la durée de vie d'un véhicule, ça dépasse un peu 20 ans, c'est ça ? Ouais, c'est 20 ans passés. En moyenne. 21 ans. En moyenne. Donc, ça veut dire que, vous voyez, en moyenne. C'est beaucoup. Donc, c'est pas négligeable du tout. Ça veut dire que les véhicules de plus de 10 ans, ça représente quand même une part importante du parc automobile français. Et on se doute, les véhicules de plus de 10 ans, ceux qui ont des voitures qui ont plus de 10 ans, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture neuve ou une voiture récente. Alors, il y a ça. Et puis, il y a des fois, quand la voiture, elle fonctionne bien, il est où l'intérêt de changer de voiture, quoi, des fois? Quand elle est bien entretenue le fait de faire durer les voitures, c'est aussi un acte écologique. Oui. Aujourd'hui, on évoque à tous les niveaux de réparer et on donne même des subventions pour faire réparer des appareils de la vie courante. Donc, faire durer une voiture, c'est aussi un geste qui va dans le sens de l'écologie. Il n'y a aucun on est d'accord. Et d'autre part, en même temps, par rapport à tous les objectifs qui sont fixés en matière de mutation du parc, ce qu'on évoque toujours, c'est que ce parc de 40 millions, c'est un parc qui est résilient, sur lequel, et on voit bien, on pourra parler de l'offre de véhicules neufs ou de véhicules d'occasion aujourd'hui. Par rapport à cette offre-là, ce parc est résilient, et donc il faut l'entretenir, évidemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre l'entretien, mais il faut que cet entretien puisse être assumé par le consommateur. Et ce consommateur, vous parliez de qui on est, la FEDA, on est un organisme de distributeur de pièces détachées, mais en même temps, on gère des réseaux de garages labellisés. C'est-à-dire que tous nos adhérents ont des garages, des réseaux de garages, donc garage AD, garage... Bosch Car Service, Voilà, et donc les consommateurs, on les a dans nos garages. Donc nous, on ne gère pas une catégorie de réparateurs, on gère aussi au bout du compte, on a une promesse client à tenir, on a des clients qui viennent dans nos ateliers, et comme en plus on a un maillage territorial important, puisqu'on est des garages qui sont dans les villages partout, donc on connaît très bien l'état des lieux, très bien la situation des consommateurs, et on se dit qu'une mesure comme celle-là, qui vient donc dans un contexte où les gens ont des plus de difficultés économiques, ça c'est clair. Grosse inflation.
Alors on rajoute évidemment, c'est 78 € en moyenne un contrôle technique aujourd'hui, mais on simplifie pas la vie des gens en mettant tous les ans et en même temps on leur met une charge supplémentaire. Oui. Et puis Alain, juste une chose, une chose, parce que vous parlez des particuliers, moi je vais aussi rajouter les flottes d'entreprises. On n'y pense pas, mais les flottes, même si elles changent parce qu'elles ont souvent des LOA tous les 3 ans. On ne le gère pas soi-même et on ne paye pas en plus. Mais t'imagines, tu as une entreprise avec des véhicules, si t'es le patron, si t'as 10, 15, 20, 50 véhicules. Des véhicules qui ont plus de 10 ans. Oui, mais quand même, ça peut arriver. En fait, les défenseurs de la mesure, ce qu'ils disent, c'est que voilà, un véhicule plus ancien, il a plus de défauts quand il passe au contrôle technique. Ça paraît évident. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'en termes de sécurité, ça serait efficace de passer tous les ans? Voilà, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'un véhicule de 10 ans, d'abord, il est plus dangereux qu'un véhicule qui a 6 ans? Moi, je crois pas. S'il est bien entretenu, je pense pas. Et est-ce que le fait de passer tous les ans, ça permettrait d'éviter des accidents? Mais est-ce que c'est pas que pour la sécurité, c'est aussi pour la pollution qui voulait ça, l'Europe? Oui, aussi, oui. Mais moi, ce que je crains dans cette affaire-là, c'est que d'abord, le fait de faire passer tous les ans, ça, vous savez, enfin déjà tous les 2 ans, et alors ça c'est un chiffre qui pour l'instant me pose question parce qu'il n'est pas totalement vérifié, c'est qu'un nombre conséquent de voitures ne passe plus au contrôle technique. Alors certains annoncent près de 4 millions de véhicules. Alors est-ce que c'est juste, pas juste? Bon, je le lance là, si quelqu'un peut me confirmer quelque chose de très juste, ça m'arrangerait parce que ça me permettrait dans le futur d'argumenter. Mais on se dit que si déjà on est dans cette situation-là, et moi je l'ai présenté de façon assez régulière dans les ministères en disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et quelles mesures on peut prendre? Comment on peut inciter des gens qui ne passent plus au contrôle technique pour des raisons budgétaires, de coût budgétaire, le contrôle technique, c'est la réparation derrière. Comment on amène ces gens-là qui utilisent leur voiture à des fins, avec une utilité quotidienne, aller chercher les enfants à l'école, et on connaît ça dans les campagnes, on sait comment ça se passe. Comment on fait pour déjà résoudre ce problème-là? Moi, ce que je crains, c'est que si on fait tous les ans, on va en rajouter des gens qui vont ne pas passer au contrôle technique. Donc je pense que, et j'étais intéressé hier par ce que disait le ministre Philippe Tabarot à propos des ZFE, il disait bon, les objectifs sont bons, mais ce qu'il faut, c'est remettre tout à plat parce que finalement, on n'y voit pas clair du tout. Là encore, on est dans un sujet où il y a une mesure qui arrive comme ça, alors que c'est un problème beaucoup plus complexe. Et comme toujours, les problèmes complexes, on essaye de les simplifier, mais quand on les simplifie, on trouve sur des mesures que les consommateurs ne peuvent pas absorber. Il faudrait déjà avoir un contrôle technique qui soit un vrai contrôle technique. Par exemple, sur la pollution des diesels, on en a parlé maintes fois dans cette émission. Bien sûr, mesurer l'opacité des fumées, bon, je suis désolé, ça permet pas d'avoir une idée de la pollution réelle d'un moteur diesel. Il faudrait un contrôle 5 gaz. Bon, voilà. Bien sûr. Dans cette affaire-là, si vous voulez, c'est ce que j'ai dit, Urbi et Torbi, en disant que de toute façon, le parc est résilient et qu'il vaut mieux inciter aussi à entretenir les véhicules puisqu'on sait qu'il va résister pendant encore un certain nombre de temps, le parc à la fois thermique d'une façon générale et diesel. C'est ce que nous on essaye de véhiculer comme idée depuis des années, c'est l'éco-entretien. On se dit mais faisons en sorte que régulièrement les gens aillent dans les garages pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un diagnostic de pollution et qu'on puisse de façon régulière mener des actions pour que cette pollution ne dégénère pas, ne fasse pas en sorte que le véhicule soit de moins en moins utilisable et qu'au fur et à mesure du temps, on le maintienne dans un état qui soit suffisamment en suffisamment bon état pour faire en sorte que la pollution soit diminuée. Et cette idée d'éco-entretien, pour la faire passer au poids des pouvoirs publics, c'est compliqué. Quasiment impossible. Alors que l'éco-entretien, on le fait au niveau médical, parce que quand on fait une prise de sang à partir d'un certain âge pour savoir si on a du cholestérol ou pas, c'est préventif, ça peut être curatif aussi. Ça devrait être la même chose pour les voitures. Et d'ailleurs, quand vous avez du cholestérol, on vous jette pas la poubelle tout de suite. On vous soigne. Mais il faudrait que ce soit la même chose pour le contrôle technique. Mais oui, mais le problème qui se pose, et chaque fois qu'on évoque ça au lieu, ils ont l'impression que quand on va développer ce type de démarche, c'est-à-dire entretenir le parc, ça va venir télescoper le fait de vouloir finalement transformer et ralentir la mutation vers l'électrique. Non, mais c'est pas du tout ça. Non. Alors que les deux sont complémentaires. Comme de toute façon le parc est résilient, il vaudrait mieux l'entretenir, diminuer la pollution de ce parc résilient, qui sera toujours un gain pour l'écologie. Bien sûr. C'est quand même compréhensible globalement ce raisonnement-là. Voilà. Alors moi,
j'ai quelques chiffres, mais j'ai pas trouvé le chiffre, Alain Landec, de la FEDA, des voitures qui n'ont pas passé alors qu'elles auraient dû le faire. Par contre, j'ai trouvé le chiffre du nombre de voitures qui sont passées en 2024. En 2024, il y a eu... Ah bah ben, je l'avais trouvé, je le trouve plus. On était à plus de 19 millions de véhicules exactement. J'ai plus le en tête. Sur un parc de 42 millions. 19,2 millions de véhicules ont été soumis au contrôle technique. C'est un rapport de l'UTAC, donc c'est du sérieux, avec une baisse de 1,2% par rapport à 2023. Et puis moi, je conclurai aussi notre dossier avec quand même une chose qu'il faut le dire, c'est que le ministre des Transports, Monsieur Tabarot, aujourd'hui, a dit non au contrôle technique annuel. Donc normalement. Voilà. Bon. Ah bah oui, parfait. Il a dit non début du mois de mai. On va se trouver une petite musique d'enterrement pour tout ça, parce qu'on va enterrer le contrôle technique annuel, les ZFE, on va mettre tout ça, une petite marche funèbre. Allez mon Anthony. Bon, allez, vous n'hésitez pas, vous réagissez autant. Merci beaucoup Alain Landec. Merci Alain. Président de la FEDA. Au revoir, bon week-end à vous. Et puis vous êtes sur la page Facebook à réagir, beaucoup déjà. Guillaume qui dit les technocrates de Bruxelles ne savent plus quoi inventer comme réglementation inutile pour s'occuper et embêter les automobilistes, etc. etc. Vous êtes nombreux, continuez de réagir. Appelez-nous au 0800 26 300 300. Tristan vous accueille au standard, et quant à Anthony qui réalise cette émission, je pense qu'il va lancer. Et continuez de nous écrire, vous nous écrivez par mail, on parle auto, vous mettez ça dans un joli mail. Je vais y arriver, l'adresse, joli mail fleuri. Je participe @sudradio.fr. Vous êtes nombreux à nous écrire. Alors oui, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on vous répond pas dans les 2 jours qu'on ne prendra pas votre cas, mais vous êtes nombreux, donc on le fait dans l'ordre d'arrivée des mails, pour être très honnête avec vous. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé Chris, qui est avec nous. Bonjour Chris. Bonjour Chris. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment Chris, ça va? il envoie combien? C'est 3-4 messages par semaine. Ouais. C'est vrai que c'est un charmant auditeur et j'essaie de participer au maximum. Ouais, à tel point que quand je lui dis, tiens Chris, on peut vous prendre samedi, il me dit, mais quelle question alors on va prendre? C'est ça. Non mais il faut pas hésiter à écrire, Chris n'est pas prioritaire, vous inquiétez pas. Alors Chris, vous habitez où déjà vous? J'habite dans Lyon. Voilà, c'est ça. On vous écoute. En fait, j'aimerais savoir s'il y a un risque à acheter un véhicule neuf qui aurait été stocké pendant 2 ou 3 ans sur le parking extérieur d'une concession, donc soumis aux écarts de température, avec forcément de la condensation dans le réservoir et peut-être une cristallisation de la déblue. Alors c'est un diesel, le fameux véhicule. J'imagine bien. Alors déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi il n'a pas été vendu et qu'il est resté 3 ans sur le parking. Ça, c'est la première vraie question. D'accord. Donc ensuite, après, c'est pas forcément une bonne idée. Plusieurs choses. On a Dominique Stemfeld qui est là, qui nous dirait, si les pneus sont restés dégonflés ou pas bien gonflés pendant 3 ans sur le parking, déjà vous avez 4 pneus pour commencer. Voilà, ça c'est le premier truc. Oui, parce que là ils vont être bien déformés. Si la voiture a pas bougé, ils risquent même d'être, pourquoi pas, craquelés. Je sais pas, elle est stockée à quel endroit, vous nous avez dit? Elle est stockée dans l'est de la France, donc soumis à très froid l'hiver et très chaud l'été. Bon, par contre, j'imagine que le prix d'achat, il est très très bas. Vous avez c'est de l'occasion. Ah ouais. Non, alors. Ah oui, mais non, c'est plus un véhicule neuf. Laissez tomber. Ouais. Après, le gasoil dans le réservoir, alors contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça s'altère moins vite que de l'essence. D'accord. Le gasoil se pourrit moins vite que de l'essence. Il y a moins de bactéries qui se développent dans le gasoil. Elles n'aiment pas trop le gasoil, mais elles aiment bien quand même. Après, la cristallisation de l'AdBlue, ça, c'est sûr que vous avez gagné là. Alors, je vais vous répéter ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps, et on va essayer de faire venir des vrais chimistes pour nous expliquer. Vous savez, l'AdBlue cristallise. Ça, c'est un phénomène normal. Et il y a aujourd'hui des additifs qu'on peut rajouter dans l'AdBlue qui évitent la cristallisation. Le problème de ces additifs, c'est qu'ils évitent certes la cristallisation, mais ils évitent aussi à l'AdBlue de faire son boulot. Ça veut dire qu'en fait, vous ne neutralisez plus les NOx derrière. Ça sert à quoi? Voilà, non mais c'est le problème de la cascade de dépollution. Vous traitez un problème et vous en créez un autre. À une exception près, c'est que Total, qui fabrique les carburants, a mis au point un AdBlue avec un additif qui ne neutralise pas l'AdBlue, qui évite la cristallisation et qui ne neutralise pas l'AdBlue. Donc il faut utiliser, je fais pas une pub, je gagne 0 centime, je tiens à préciser, j'ai pas d'affinité particulière avec Total, mais ils sont en procès justement avec tous les fabricants d'additifs, parce que ces additifs, malheureusement, empêchent la dépollution des oxydes d'azote, puisqu'ils neutralisent les effets de l'AdBlue. C'est ridicule. Voilà. Donc
tout intérêt à utiliser un carburant et de l'AdBlue total. Alors après, vendu à la pompe en fait, comme le carburant pas vendu en exactement. Ouais. Alors, en bidon, c'est une escroquerie monumentale. Hein. Oui, carrément. Ah bah oui. Ouais, un litre d'AdBlue, ça doit coûter, allez, je vais royalement dire, à 15 centimes ou 20 centimes à fabriquer. Et quand vous regardez que des fois le bidon de 5 litres, ils vous le vendent 15 €, on se dit qu'il y a des marges assez sympas à faire. C'est clair. Alors la voiture qui est restée aussi à la pluie, au froid, au soleil, vous savez, une voiture qui roule pas, il y a des joints un petit peu partout, les joints ça sèche, donc vous allez la remettre en route, vous risquez d'avoir des fuites un petit peu partout. Les voitures modernes sont moins sujettes à ça que les voitures anciennes, mais ça veut dire que quand vous allez acheter la voiture, déjà, on fait la vidange de tous les fluides. Je dis bien tous les fluides, ça veut dire liquide de refroidissement, carburant, huile moteur et liquide de frein, puisque le liquide de frein il se charge en humidité et quand vous faites jamais monter en température le système de freinage, il se charge assez fort en humidité. Normalement il est relativement étanche, mais il a une affinité pour l'eau, c'est le contraire de Laurence. Le liquide de frein a une forte affinité pour l'eau. Et je me disais bien, c'est dommageable. Ça faisait longtemps quand même. Donc ça veut dire en fait, cette voiture, si vous l'avez à un prix qui est pas beaucoup plus bas que le prix neuf remisé, parce qu'aujourd'hui on peut avoir quand même quelques remises conséquentes, en sachant que là avec les ZFE qu'on va enterrer en première classe là dans la suite de l'émission, avec les ZFE qui vont disparaître, ça veut dire que le marché d'occasion du diesel et le marché du neuf va peut-être un peu repartir. Il faut prendre ça en compte aussi. Il y a autre chose là par rapport à la question de Chris, c'est quid de la garantie de la voiture qui n'est plus neuve puisqu'elle a 3 ans. J'allais y venir. J'allais y venir. Votre voiture, elle est plus sous garantie, puisqu'elle est restée 3 ans sur un parking. Même sans avoir été immatriculée. Elle n'a pas été immatriculée. C'est bizarre qu'ils n'aient pas immatriculé la voiture. Non mais moi j'ai un doute. Enfin, c'est pas vous que je mets en doute. C'est pas énorme en fait. Chris, c'est pas vous que je mets en doute, mais vous connaissez ce concessionnaire ou vous avez juste vu. Et c'est quoi la voiture d'ailleurs? Attends, vous avez juste vu. Vous avez vu l'annonce sur Internet? Oui. Bon, alors déjà. Qui a l'air sérieuse. Non, prudence totale. Il y a des choses qui ont l'air sérieuses sur Internet. Et quand vous vous retrouvez, vous faites. Non, sérieux, les voitures, il vaut mieux les acheter en allant les voir sur place, en connaissant les concessionnaires ou les revendeurs ou les mandataires. Enfin. On entend assez d'histoires. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, mais. Ouais. D'accord. Surtout que la remise n'est pas énorme. En fait, sur du neuf, réellement neuf, c'est moins 5%, et sur ce véhicule, c'est moins 10%. Donc je me dis, les pas le coup. Non, la décote, ça n'est pas rentable. Moi, je sais pas, j'aime pas du tout. Il serait à moins 20, moins 30 encore à la limite. En plus, là, s'il y a 3 ans qu'il l'a sur le dos, il doit avoir envie de s'en débarrasser, parce que vous imaginez quand même l'immobilisation des fonds là pendant 3 ans. Parce que le concessionnaire, à un moment, il est obligé de la payer au constructeur, la voiture. Donc, qu'il la paye pas tout de suite, ça peut se comprendre. Mais au bout de 3 ans, c'est sûr qu'il l'a acheté. Donc là, il immobilise de l'argent pour rien. Donc, si tu ça lui coûte des sous tous les mois là. Si tu l'acceptes, l'ami Jean-Luc, et je pense que oui, on va faire un appel là sur Sud Radio parce que ça me paraît quand même bizarre cette histoire. Vous êtes concessionnaire, vous écoutez On parle auto et vous faites bien, vous avez du goût et du bon choix. Appelez-nous et dites-nous si oui, vous aussi, ça vous est arrivé d'avoir des voitures aussi. Voilà, 3 ans au kilomètre zéro, c'est-à-dire les fameuses occasions kilomètre zéro, puisque 3 ans ça devient une occasion même si elle n'a pas fait de kilomètres. On sait que les constructeurs ont des parkings complets de voitures invendues et qui peuvent rester 1 an ou 2 sur les parkings, ce qu'on appelle les kilomètres zéro. Voilà, vous êtes concessionnaire, appelez-nous, racontez-nous. Bon, Chris, je crois que vu notre comment on pourrait dire notre frivolité. Enfin, on n'est pas très fan de votre histoire. Hein. Ouais. D'accord. On est frileux. Frilosité. Frilosité, voilà. Non pas frigidité, ce qui n'a rien à voir, rien à voir avec le réfrigérateur, ni toute autre chose, l'ami Jean-Luc. Bon, Chris, vous nous tenez au courant, mais si vous cherchez un concessionnaire, cherchez plus près de chez vous, déjà, parce que Lyon, c'est quand même pas à côté de Strasbourg. Non, c'est pas à côté non plus, non. Voilà, et tout ça, moi, je mettrais grosse prudence. Hein. Vraiment, hein. Je suis pas fan de l'idée. Hein. Bon, allez, bisous. Dans quelques instants, par contre, on est fan de quoi? On est fan d'essayer un nouveau véhicule. Oh, je suis fatiguée ce matin. Je crois que c'est les 20 km de la randonnée hier qui ont ramolli mes neurones. D'essayer le Outlander, le nouveau. Et puis après, on sera fan d'essayer, puisque les ZFE sont mortes. Et donc là, on fera aussi
un enterrement première classe, comme je vous ai dit. Ah, ça on aime bien. Ouais. Ça on aime bien. Allez, à tout de suite. Et c'est un gros dossier qui nous attend dans moins de 7 minutes maintenant. Est-ce vraiment la fin des ZFE? On en parlera avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Mais tout de suite, et vous pouvez tout de suite réagir, si vous le voulez, sur la page Facebook de Sud Radio sur les ZFE. On retrouve au volant de la nouvelle Mitsubishi Outlander l'ami hybride Jean-Luc. rechargeable, une voiture qui veut faire plaisir à notre patron, puisque Patrick Roger roule avec l'ancienne génération. Alors là, on parle de la 4e génération de l'Outlander. L'Outlander, ça a été le premier SUV hybride rechargeable de l'histoire. Il a représenté quand même 50% des ventes de Mitsubishi en France, c'est pas rien. Et il y a 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été retiré du catalogue, le Outlander. Un truc complètement dingue. Heureusement, on va dire qu'ils sont revenus à la raison. Et aujourd'hui, on retrouve... Alors, c'est pas vraiment un nouveau modèle, parce qu'il a été lancé en 2021 aux États-Unis et en Asie, mais on retrouve cette 4e génération avec un petit, alors un terme bien français, un petit restyling, n'est-ce pas, qui lui permet d'afficher un look un peu plus dans l'air du temps. D'ailleurs, look sympathique que je trouve plus viril que sur les générations précédentes. L'engin a aussi une carrure impressionnante, 4,72 m de long. Et pour autant, malgré cette grande longueur, on va commencer par un des principaux défauts de la voiture. Il a un coffre, alors je ne vais pas dire de taille réduite, parce qu'il fait quand même 500 litres, mais compte tenu de la longueur de l'engin, on aurait pu espérer au moins 600 ou 700 litres. Et pourquoi est-ce que ce coffre n'est pas gigantesque? Eh bien simplement parce qu'il y a un moteur électrique à l'arrière également. On a plusieurs moteurs électriques sur cette voiture, on le verra plus loin. L'espace à bord, en revanche, est généreux et surtout, il y a une vraie montée en gamme sur cette voiture. On a par exemple, sur la finition InStyle, qui est le haut de gamme, qui était mon véhicule d'essai, une sellerie en vrai cuir, de la Meumeux, cuir semi aniline en série. On a aussi un toit en verre panoramique ouvrant. On a des sièges avant qui sont super confortables, ils sont à réglage électrique, ils sont chauffants, ils sont ventilés, ils sont massants, ils vous font tout ce que vous voulez, même la vaisselle, leur passage. Alors c'est vraiment super efficace. La qualité perçue de la planche de bord, elle est bonne, même si pour le coup, là c'est plus du cuir mais du simili-cuir, mais bon, ça présente bien, c'est vraiment super. Il y a un petit défaut, c'est au niveau des contreportes, on a un plastique rigide qui fait gratte-gratte et c'est un petit peu dommage, c'est le seul truc qui vient un peu gâcher le tableau. Une dalle numérique face au conducteur, 12,3 pouces pour les compteurs. Il y a plein de menus sur cette dalle qu'on commande et franchement, c'est vraiment fouillis. Il faut de l'accoutumance pour arriver à comprendre quelque chose. Il y a des palettes de part et d'autre du volant pour régler la récupération d'énergie et puis on a un affichage tête haute. L'écran central fait 12,3 pouces. Il est tactile. Alors les menus sont plus intuitifs que celui qui est derrière le volant. Heureusement d'ailleurs. Et puis on a des touches physiques. Vous savez que j'aime ça pour la climatisation trizone. Sur la console centrale, un petit sélecteur de mode, c'est l'ADN de Mitsubishi. N'oubliez pas les Pajero autrefois. Ça peut rester un tout-terrain cette voiture. C'est un vrai 4x4. Il y a une position neige, boue, gravier. Ça veut dire qu'on peut rouler sur plein de trucs. Mais c'est pas un franchisseur. Pas un franchisseur, non. Pour virer les aides à la conduite, c'est pas forcément simple, mais c'est quand même plus simple que de comprendre comment fonctionne la mécanique. Parce qu'ici, il y a 4 moteurs. Tenez-vous bien, il y a 3 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière. Il y a une génératrice également. S'ajoute un moteur à essence 2,4 litres, une batterie de 16,8 kWh. Ça permet de rouler 85 km en 100% électrique. Ça, c'est vraiment bien. Et le fonctionnement est très complexe. Hybride série, hybride parallèle, thermique pure. Enfin bon, je vous détaillerai ça quand on va rouler. Puissance maxi. Pourquoi je dis maxi? Parce qu'on a 306 chevaux, mais on ne les a pas tout le temps. Bon, à basse vitesse, déjà, pour commencer, vous n'avez que les moteurs électriques. C'est très doux. En plus, la suspension a été réglée confort. Et même avec les roues de 20 pouces, ça ne percute pas. Vraiment, premier truc, confort, silence. Silence parce que double vitrage, moteur électrique discret et puis un moteur thermique qui est également silencieux sous faible sollicitation. En accélération, comme je vous disais, on n'a pas toujours la puissance maxi. Quand la batterie est chargée, quand on écrase la pédale d'accélérateur, là on a 306 chevaux, 450 Nm de coupe, ça passe de 0 à 100 en 7 secondes 9. Bon, c'est plus un TGV qu'un chasseur à réaction, c'est la force tranquille. On roule à 135 km/h en électrique, avec une conso qui est assez raisonnable, ce qui veut dire qu'on fait vraiment 70 km en électrique avec de la route
et de l'autoroute. Ce qui est surprenant aussi, c'est que, alors c'est un beau bébé, 2150 kilos, et malgré ça, on a un excellent comportement. Et pourquoi ? Il y a ce qu'on appelle du torque vectoring. Qu'est-ce que c'est que le torque vectoring ? Eh bien, en fait, l'électronique gère finement la répartition du couple sur chaque roue et ça vous aide à tourner dans les virages. Et franchement, on n'a pas l'impression de conduire un gros patapouf, alors que c'est un gros patapouf. Il n'y a plus non plus le temps de réaction qu'on avait autrefois sur les anciens Outlander quand on accélérait à fond. Ça accélère tout de suite aujourd'hui. Enfin, batterie vide, la puissance, elle est plus faible. Et le moteur à essence, il vit sa vie. Alors, il vit sa vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est décorrélé, son régime est décorrélé de l'accélération de la voiture. Des fois, il va se mettre à tourner un peu plus vite, vous ne savez pas pourquoi. Des fois, un peu moins vite. Quand on est sur l'autoroute, il peut entraîner les roues avant aussi. Si vraiment vous avez envie à un moment d'avoir très mal à la tête, allez voir le système de fonctionnement de ce Outlander et vous verrez que ça vaut 15 bouteilles de vin. On le voit sur les images, pour ceux qui ont les images, c'est aussi un vrai 4x4. Alors, c'est pas un franchisseur, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, Laurence, mais on peut aller dans la neige, la boue, sortir du bitume. La ville, en revanche, c'est pas son terrain de jeu favori. Pourquoi ? D'abord, l'encombrement de la bête. Et puis une consommation qui est assez élevée, j'ai été déçu par ça. Batterie vide en vide, j'ai fait 7,7 litres au 100. Je trouve que c'est beaucoup pour un engin hybride. D'ailleurs, la consommation globale batterie vide, elle n'est pas très bonne. On est à plus de 8 litres à 130 km/h sur autoroute. En consommation mixte, on est à 7 litres au 100. Il y a des voitures qui font mieux. On voit qu'il a été étudié au départ pas pour l'Europe. Et pourquoi ? Parce que sur la recharge en courant alternatif, on est à 3,5 kW maxi, il faut 6h30 pour faire le plein. Et puis en charge rapide, on est à 50 kW certes, mais c'est du standard CHAdeMO. Qu'est-ce que c'est que le standard CHAdeMO ? C'était le standard japonais et il y a de moins en moins de bornes en France avec ce standard CHAdeMO. Là, on peut faire le plein 10-80% en 30 minutes, mais bon, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est un véhicule quand même qui a fait des très gros progrès par rapport aux précédentes générations. Il est agréable à conduire et une bonne autonomie électrique, une excellente finition. Il démarre en prix de base à 51 590 €. Ça peut ne pas paraître énorme, mais dès que vous prenez une version un peu mieux équipée, la nôtre valait 66 000 €. Et surtout, je vous ai dit, c'est un gros pépère. Donc, il prend 5 400 € de malus au poids dans le museau, l'engin, quand même. Donc ça, faut lui rajouter. Et son plus gros problème, en fait, à l'Outlander aujourd'hui, à l'époque, quand il est sorti, la première génération, il était tout seul. Aujourd'hui, il y a du monde. Et en particulier, il y a le RAV4 hybride, Toyota RAV4 hybride rechargeable, qui est un peu moins cher, qui a moins de malus au poids et qui est surtout moins gourmand. Donc, est-ce qu'il fera 50% des ventes chez Mitsubishi ? Je ne suis pas certain. En tout cas, il est joli, puis il y a eu des réactions. Il est joli, il est super agréable à conduire, franchement, c'est bien. Ouais, on a eu pas mal de Patrick, réactions. si tu nous écoutes, n'hésite pas à changer. Modernise. Merci beaucoup. Vous retrouvez évidemment l'ensemble et la vidéo complète de l'ami Jean-Luc. Donc, on vous a mis quelques extraits sur la page. 19 minutes, donc vous aurez le temps. Là, je vous explique comment fonctionnent tous les moteurs. On s'est posé là. Voilà. On s'est vraiment posé. Vous retrouvez tout ça sur la page YouTube de Sud Radio. Vous qui êtes avec nous sur la page Facebook, vous avez vu quelques extraits. Allez voir l'ensemble de cet essai sur la page de Sud Radio, puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, à suivre. Est-ce vraiment la fin des ZFE ? On vous attend sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez réagir tout de suite dans les commentaires. On va en parler avec Pierre Chasseret, de notre délégué général de 40 millions d'automobilistes. Est-ce vraiment la fin des ZFE ? On va en parler ce matin. C'est votre dossier. Je vous invite d'ailleurs à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Les ZFE, vous, ça évoquait quoi ? Ça allait c'est un enterrement, mais on va pas pleurer. C'est ça qui est énorme. Provoquer quoi dans vos vies ? Vous pouvez réagir. Et êtes-vous heureux de la fin des ZFE ? Allez, on accueille Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Pierre qui pleure depuis 2 jours, c'est ça ? Pourquoi vous pleurez, Pierre ? Pleurer de joie, je m'en remets pas. Non, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire cette histoire parce qu'en fait, pour faire simple, on nous avait annoncé dès 2015 que les ZFE on passerait pas à travers, qu'on ne pourrait pas. Et j'avais beaucoup de voix, y compris autour de moi, y compris mes plus proches, qui me disaient on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Et tu me connais bien, Laurence, moi pas possible, ça n'existe pas. Donc on s'est battu comme des diables pour au final l'emporter. Alors pas tout seul évidemment. Non. On a eu des renforts de poids sur la fin. Je pense à Alexandre Jardin qui est venu nous filer un petit coup de main. Avec les gueux. Mais qui arrive au moment où c'est déjà presque plié, quoi. Tu vois.
Au final, comme je refais l'agenda, et t'es bien placé, Laurence, pour le savoir, dès 2015, on a été les seuls. On a été les seuls à 40 millions d'automobilistes. Je me suis d'ailleurs très longtemps senti seul. Pierre, juste une chose. Effectivement, tu as été le premier à te battre avec deux, trois autres personnes, mais je sais que l'ami Jean-Luc, qui était sur une radio concurrente à l'époque, qu'on ne nommera plus, jamais, avait évoqué le sujet. Je dirigeais un magazine qui parlait de voitures et d'environnement. Ouais. Donc on aurait pu dire que j'étais un défenseur des ZFE. Eh ben non, moi j'ai commencé à tirer. Ça s'appelait encore pas les ZFE, ça s'appelait les APA. Exactement. Et le truc, c'est que ça existait en Angleterre, ça existait en Allemagne, et ça avait démontré l'inefficacité totale des mesures. Donc quand on a dit en France, on va faire les ZFE, et surtout j'avais rencontré le mec qui a mis au point les vignettes critères, qui est une hérésie totale, puis ça ne tient pas compte de la pollution des voitures, mais de la date de commercialisation. Donc c'était totalement ridicule. Je m'étais battu contre ça. Pourtant, en étant un défenseur des voitures propres. Propres. Mais la mesure était... Mais en fait, tous les deux, vous avez vraiment fait un sacré boulot. Toi, à la radio, tu as tout de suite dit c'est n'importe quoi. Et Pierre, en tant que délégué de 40 millions, à la radio, quand c'est stupide. Quand c'est toi, tu t'es battu. Juste pour les gens qui ne connaissent pas 40 millions d'automobilistes, qui va bientôt passer à 50 millions d'automobilistes, parce que je crois qu'on est 48 millions en tout. C'est ce qu'on disait la dernière fois qu'on s'est vu. Rappelle-nous, c'est une association reconnue d'utilité publique, etc. Alors c'est la seule association reconnue d'intérêt général de défense des automobilistes en France. Voilà. Pierre, là pour parler, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi, les députés à l'Assemblée nationale, ils ont voté la suppression pure et simple des ZFE. Ouais. Ils ont rejeté les amendements qui étaient présentés par le gouvernement. Pour autant, on a creusé la tombe, mais l'enterrement n'a encore pas eu lieu. C'est quoi la suite des événements ? Alors, pour faire simple, Jean-Luc, dans un premier temps, ça a été voté dans une commission spéciale à l'Assemblée nationale, suppression pure et simple. Ça a été confirmé dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, suppression pure et simple. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à passer le vote global de l'intégralité du texte de loi dans lequel était programmée la suppression des ZFE. Ça sera une formalité. Et ensuite, il y a une petite menace. Elle n'est pas grande, mais elle existe. Cette menace, c'est le recours au Conseil constitutionnel que pourraient établir certains partis politiques. Je ne pense pas du côté du gouvernement, mais certains partis politiques comme les écolos, par exemple. Ouais. S'il y a un recours au Conseil constitutionnel, ils vont jouer sur le fait que ce texte n'avait rien à faire dans le texte de loi global. Je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Je vais te dire pourquoi, Jean-Luc. Parce qu'en fait, celui qui va vouloir expliquer demain aux Français que les ZFE reviennent. Moi, il est mort. Politiquement, il est mort. Oui, on est d'accord. Politiquement, il est foutu. Et je lui offre le mégaphone. Il n'y a pas de problème. Et en plus, ça a du sens dans cette loi, puisque c'est une loi de simplification. Et les ZFE, c'est tellement une usine à gaz, déjà d'une ville à l'autre, c'est pas les mêmes règles. Je défie qui que ce soit de pouvoir expliquer quelles sont les règles dans les différentes villes où sont mises en place les ZFE. Donc, simplification, ok, ça rentre dans la loi. On simplifie, on supprime. Et alors, excusez-moi tous les deux, mais autant toi, Pierre Chasseret, pour 40 millions d'automobilistes, et Jean-Luc Moreau pour On Parle Auto sur Sud Radio, et Pierre, qu'on retrouve aussi tous les matins avec une chronique dans la grande matinale, dans les petits matins sur Sud Radio du lundi au vendredi. Que dites-vous à tous ceux qui sont en train de dire c'est pas possible parce que ça va nous coûter 30 millions d'euros, parce que si on enlève les ZFE, 3 milliards, on va payer des amendes à l'Europe, et qu'est-ce qu'on en fait de ça alors ? Vrai, pas vrai ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, un tox complet, parce qu'en fait, tout part d'une intox qui a été poussée dans les médias, selon laquelle les ZFE seraient consécutives à une directive européenne. Mais c'est pas vrai. C'est totalement faux. Il n'y a aucune directive européenne qui impose la mise en place des ZFE. Cependant, c'est vrai qu'il y a une directive européenne qui demande à chaque pays membre de faire des efforts sur la qualité de l'air. Bon, normal. Je veux dire, jusque-là, il n'y a pas de. Il y a d'autres moyens d'améliorer la qualité de l'air. Voilà. D'ailleurs, la qualité de l'air s'améliore régulièrement. Il aurait été plus judicieux pour le renouvellement du parc plus rapide de ne pas empiler les normes comme l'a fait l'Europe, ce qui a renchéri le prix des voitures neuves. C'est de faire des petites voitures plus simples qui coûtaient pas cher, sans avoir 50 000 dispositifs qui servent à rien. Et là, on aurait renouvelé le parc plus rapidement avec des voitures qui polluent moins. Voilà. Ils sont à chaque fois, je ne comprends pas. On a vraiment l'impression qu'ils font exprès de mettre des freins. Je vais dire le mot pour nous emmerder. Il n'y a pas d'autre mot. N'oublions pas que c'est la ministre qui est. Agnès Pannier-Runacher a tenté de monter au créneau pour. Et puis qui voulait que Paris garde sa ZFE et peut-être Lyon. Alors, j'ai une bonne nouvelle.
J'ai une bonne nouvelle. Agnès Pannier-Runacher a fait une déclaration. Alors, une déclaration par ami interposé, parce que bon, elle est ministre, c'est normal. C'est son job de défendre ça. Donc, moi, je considère qu'elle aurait pas dû le défendre. Mais bon, elle est considérée qu'il fallait le défendre. Sa déclaration, c'est « Je prends acte du vote de l'Assemblée nationale ». Ça veut dire quoi? Je rends les armes. Ça veut dire qu'elle a compris. Et finalement, c'est très démocratique. Les députés, c'est la voix du peuple, c'est notre voix, c'est la voix des automobilistes. Les députés ont flingué les ZFE, c'était une bonne chose. Et ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire pour améliorer la qualité de l'air, comme dit Jean-Luc. Il y a d'autres mesures. On peut surveiller ce qui se passe au contrôle technique, faire en sorte que ceux qui ne passent pas, on soit un petit peu moins souple avec des gens qui n'ont pas passé le contrôle technique depuis 20 ans. Ça, c'est possible. On peut faire des améliorations. Mais il ne faut pas le faire contre l'usager qui respecte les règles. J'entendais tout à l'heure, Jean-Luc, tu présentais une voiture et tu disais, bon, elle est plombée par un malus de plus de 5 000 € là. Mais cette voiture, elle est rendue invendable. Quand tu appliques un malus de 5 000, 10 000 balles sur une voiture, quand tu vois qu'une Ford Mustang elle coûte plus cher en malus, sa valeur faciale, il faut, on a quand même un souci. Donc, ces histoires de malus ralentissent le renouvellement du parc, on est d'accord. Bien sûr, mais évidemment. On a une réaction, tiens, d'ailleurs, on a plein de gens sur la page Facebook de Sud Radio. Je voudrais vous lire la réaction et vous allez comprendre où je veux en venir. Nathalie nous dit sur Facebook, la page de Sud Radio, perso, région lyonnaise, ma voiture Quater 3, sans vignette sur mon pare-brise, j'ai roulé de partout et pas d'amende à ce jour. C'était aussi il y a eu très peu d'amendes. Il y a eu très peu d'amendes. Il y en a eu quand même. Oui, il y en a eu quand même. Ils ont fait quelques opérations. À chaque fois, il y avait la télévision qui était invitée. Ils arrêtent 3 voitures, ils verbalisent les mecs et puis voilà. Mais il y aura eu vraiment, comme c'était prévu, une vidéo verbalisation des véhicules qui n'avaient pas à circuler dans les ZFE. Ça aurait été la révolution. Pierre en a parlé plusieurs fois. Là, je pense qu'on serait arrivé, les gilets jaunes, ça aurait été de la rigolade par rapport à ça. Donc les députés n'avaient pas le choix. Ouais. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais moi je me suis fait, je suis un type très basique, donc je regarde les choses basiquement. Les ZFE s'appliquaient en semaine du lundi au vendredi. C'est-à-dire les gens qui vont pas partout. Pas partout. Bah oui. Mais globalement, oui, c'est ça en plus, pas partout. Mais globalement, il y a une certitude, c'est que dans toutes les métropoles, du lundi au vendredi, c'était actif. Ça, c'est sûr. Oui, puis les gens vont pas bosser la semaine, on le sait. On s'attaquait à la France qui bosse. Le message qu'on envoyait aux Français, c'était surtout n'allez pas au boulot, restez chez vous à prendre des aides, bouffez des curlis en regardant la télé avec une zapette dans la main, et ça sera très bien, mais surtout n'allez pas bosser avec votre voiture. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Pierre, je pense que on ne peut pas faire plus socialement injuste que ça. En tout cas, ce que je vous propose, parce que évidemment, là, ça y est, les ZFE sont enterrés par l'Assemblée nationale. Comme tu dis, il faut que ça passe au Sénat. Après, ça passe encore. C'est quand même plutôt bien parti. Au Sénat, non. Au Sénat, non. Ça, c'est une petite erreur. En fait, très vite. Le texte ne repassera pas au Sénat. Il passera en commission mixte paritaire après. C'est-à-dire une délégation de parlementaires. D'accord. Et là, il n'y a pas de problème. La seule crainte, Lolo, elle est uniquement sur un point. C'est le Conseil constitutionnel. Oui. Et puis Véronique nous dit, la loi repasse le 13 juin, pas finalisée, donc le gouvernement peut déposer encore des amendements ou d'autres. Il y en a 600 de prévus. Voilà, 600 de prévus. Donc on en reparlera. Donc Pierre, on aura le plaisir de te redonner la parole dans On parle auto sur Sud Radio le samedi matin. On t'embrasse fort. Allez, tout le monde et toi aussi, Jean-Luc. Bonne journée, Pierre. Bah oui, on va tous boire un coup ce week-end pour fêter ça. Et puis on te retrouve lundi matin pour ta chronique. C'est à 5h et quelques, je crois, sur Sud Radio avec 40 millions d'automobilistes. Allez, le retour de l'info, puis on se retrouve dans quelques instants. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est pas facile. Non, c'est parce qu'il y a Munich ce soir, donc c'est pour ça que je parle un petit peu avec l'accent. Les PSG ce soir quand même, hein. Non, toi le foot, non. Franchement, moi j'aime bien quand même. Je sais que le ballon est rond, c'est tout. Alors, en parlant de rondeur, on va parler de pneus dans quelques instants. Ce sera notre premier sujet avec l'ami Dominique S qui est avec nous en studio et on parlera d'un sujet important concernant les pneus chinois. Ouais, le dumping sur les pneus chinois qui prennent des parts de marché de plus en plus importantes en Europe avec, sans doute, des prix qui sont cassés par rapport aux équivalents européens. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un loup derrière ? On va le savoir dans quelques instants. Nous allons pas simplement de parler de pneus, mais on va aller se promener aussi parce que on avait envie de se balader du côté de Dieppe. On ira à Dieppe. Dieppe qui est le berceau de la marque Alpine, qui fête ses 70 ans cette année avec une grosse actualité cette semaine
présentation de un modèle qui est totalement inédit chez Alpine, allez, je le dis, tant pis, tout à l'heure ils vont me tirer les oreilles, mais un SUV électrique, voilà, SUV électrique chez Alpine, et puis surtout ce week-end, grande parade, plus de 1000 Alpines à Dieppe, des historiques à celle d'aujourd'hui, en gros. Plein d'événements. Si vous êtes du côté de Dieppe, franchement, allez faire un tour là-bas, quoi. C'est unique. Vous ne revivrez pas une deuxième fois, sauf peut-être dans 70 ans. Puis on mange bien en plus à Dieppe aussi. Ah bah oui, on est à bord de mer et tout, c'est bien, il y a pas mal de choses. Et puis on va aussi refaire la peinture, alors peut-être pas aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud, peut-être pour faire les peintures aujourd'hui des vieilles carrosseries, non ? Le printemps, c'est l'occasion de redonner un petit coup de fraîcheur à sa voiture ancienne, et il faut profiter de ces beaux jours où il fait pas trop chaud, pas trop froid pour faire de la peinture. On vous expliquera pourquoi. 30 degrés, c'est peut-être un peu chaud là, non ? 30 degrés, c'était peut-être un peu chaud hier. Aujourd'hui, ça va peut-être être un peu humide. Vous allez voir, la peinture, c'est quand même un truc spécial. C'est assez particulier. Puis évidemment, on vous donne la parole au 0826 300 300. Je vous rappelle que Tristan continue de vous recevoir et de vous accueillir. On vous attend sur la page Facebook de Sud Radio, et sinon vous pouvez nous écrire je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet de votre mail, toutes vos coordonnées, dont votre numéro de téléphone. Allez, on accueille officiellement Dominique S. d'Aix-en-Provence. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Depuis 4 ans et demi, vous entendez sa voix régulièrement lorsque l'on parle pneu dans la seule et unique chronique pneumatique de la radio française, voire peut-être mondiale. C'est Dominique S, président du syndicat du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Monsieur Dominique Stemfel. Oh, c'est cool de vous avoir. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui ici. Allez, rapprochez un peu votre micro de vous, ça vous évitera de vous faire mal au dos. Voilà, il faut prendre soin de nos... Bon, Dominique, on est là pour parler d'un sujet sérieux. Le pneu. Oui, alors c'est très sérieux le pneu, surtout pour préparer le body summer. Le pneu, c'est un truc... voilà. Pas mal, moi, on va plutôt parler des pneus chinois qui représentent aujourd'hui une part non négligeable du marché en Europe. C'est quoi d'ailleurs la progression des pneus chinois et leur part de marché aujourd'hui ? Alors en France, on estime la part de marché des pneus budget, donc une grande partie sont des pneus chinois, 20%, c'est-à-dire un pneu sur 5 est probablement d'origine chinoise. Quand ils sont vendus en France. Un pneu budget, c'est les petits prix, les entrées de gamme. C'est les petits prix, c'est les entrées de gamme. Et donc, la part de marché était de 10% il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est 20%. Donc, il y a une progression qui est absolument phénoménale. Oui. Bon, et inquiétante. Ouais, et donc, ça veut dire qu'en fait, les tarifs sont... ils cassent les tarifs par rapport aux pneumatiques, même... aux pneumatiques budget européen. Alors quand on fait un comparatif par rapport à une très grande marque, un pneu budget c'est la moitié, c'est-à-dire qu'en fait pour un pneu de grande marque vous avez 2 pneus budget. D'accord. Alors ça correspond effectivement à une demande du consommateur. Il y a une population d'automobilistes qui ont des budgets extrêmement serrés et qui se reportent sur les pneus les moins chers du marché. On en reparlera, mais c'est pas forcément un bon calcul. Oui, on verra ça à la fin. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un pneu budget en dehors du prix, en laissant de côté le prix ? Mais là, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est que les manufacturiers européens ont déposé une plainte. Ils estiment qu'il y a une concurrence déloyale des pneus chinois. Et c'est vrai que, alors je sais pas si c'est vous qui avez fait le calcul, mais quand on fait le calcul de ce que ça coûte à fabriquer et du prix de vente, on se dit tiens, c'est bizarre quand même. Ça coûte plus cher à fabriquer que le prix de vente. Alors c'est pas nous qui avons fait le calcul, c'est la Commission européenne. Une opération de dumping, c'est une opération commerciale qui consiste à vendre à l'export des produits moins chers que sur son marché domestique, voire vendre les produits moins chers que le coût des intrants, c'est-à-dire les matières premières qui sont nécessaires pour le fabriquer. Et en l'occurrence, ce sont les premières conclusions de la Commission européenne qui a lancé une étude plus approfondie pour avoir le cœur net. C'est quoi l'objectif des Chinois de faire ça ? C'est de prendre les parts de marché et ensuite ils feront leur prix une fois qu'ils seront tout seuls ? C'est de tuer les manufacturiers européens ? Alors, ils réussissent à tuer les manufacturiers européens, puisque dans les 15 dernières années, il y a 4, 5, 6 usines majeures qui ont fermé en France, chez les grands manufacturiers, Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin, plus un certain nombre d'usines secondaires. Donc effectivement, il y a un certain nombre de manufacturiers qui ont disparu en France et en Europe. Et effectivement, les Chinois progressent de plus en plus sur notre marché.
Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'écart qu'il y a entre le coût du pneu et son prix de vente? Je dis n'importe quoi, s'il coûte 100 à fabriquer, ils le vendent quoi, 80, 60, on le sait ça? Alors on le sait, mais c'est pas la même chose pour tous les manufacturiers. En tout cas, on considère que les Chinois vendent des pneus entre 50 et 65% moins cher qu'un pneumatique européen. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Par mettre des taxes On peut faire que ça, en fait, c'est mettre des taxes. Ça a déjà été fait sur le pneu poids lourd. C'est-à-dire que on met des taxes à l'importation importante. Ça a été fait sur l'automobile, qui permet en fait de remettre les pneumatiques importés à un niveau compatible avec le marché français. Et en l'occurrence, ça permettrait d'augmenter les pneus, le prix des pneus chinois de manière très très importante. Alors c'est pas forcément bon pour le consommateur, mais c'est quand même bon pour notre industrie. Oui. Alors, en plus, ce qu'on disait au début de la chronique, c'est que le choix d'un pneu budget chinois n'est pas forcément un bon calcul, parce que tous les tests qui sont faits sur ces pneus-là démontrent déjà qu'en matière de sécurité, il y a un écart qui est assez important, et surtout, en durabilité, il y a aussi un écart important, et au final, quand on voit au kilomètre parcouru, ça coûte presque aussi cher qu'un pneu premium. On peut commenter les essais comparatifs qui sont faits par le Touring Club de Suisse, qui sont très sérieux, bien documentés, bien faits. Et on peut prendre deux exemples, c'est les distances de freinage. Sur sol sec, entre un pneu premium et certains pneus budget, on a des écarts de freinage à 100 km/h qui sont de 4 mètres, c'est la longueur d'une voiture. Ça peut donner lieu à des dégâts très très importants. Et alors sur sol mouillé, à 80 km/h, on a des écarts de 17 mètres. 17 mètres, c'est la longueur d'un semi-remorque. Ah oui, d'accord, ok. Bon, super, on se sent en sécurité. Et en termes de durabilité? Alors en termes de durabilité, c'est l'exemple le plus large, mais entre un pneumatique premium et un pneumatique chinois, le pneumatique premium parcourt 71 000 km, le pneumatique chinois 27 000 km, c'est-à-dire 3 fois moins pour un pneumatique qui vaut deux fois moins cher. Donc en fait, le calcul est pas bon. Super mauvais calcul, quoi. Maintenant, il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, il y a une pression très forte sur le budget des automobilistes, qu'un certain nombre d'automobilistes achètent le pneu le moins cher possible pour se mettre juste en conformité avec le code de la route, pas forcément pour se mettre en sécurité. Et ça, c'est quand même une vraie problématique. Les Chinois, aujourd'hui, ils ont des gammes. Alors, on parle de pneus budget, mais ils ont des gammes qui vont de quoi à quoi? Est-ce qu'on peut équiper une voiture sportive avec des pneus chinois, par exemple? Oui, ils ont des gammes qui sont très très complètes. D'abord, les Chinois, ils fabriquent des pneus pour leur marché domestique, donc ils couvrent l'ensemble de leur marché domestique. Et il y a effectivement des pneus très sportifs pour des véhicules très sportifs. Par contre, effectivement, on sait que la qualité en termes de sécurité n'est pas forcément au rendez-vous. Il y a combien de marques chinoises qui sont sur le marché européen? On sait pas parce qu'en fait, il y a des usines chinoises qui fabriquent une multitude de marques sous des noms différents. Il faut remarquer d'ailleurs que ces marques-là, elles sont souvent anglicisées. Des marques qui commercialisent sous un nom chinois, il y en a relativement peu parce que ça peut être un obstacle à l'achat au niveau du consommateur. Et en fait, ces marques-là vendent leurs pneumatiques sous des noms anglais, ce qui permet de brouiller les cartes. Moi, je peux vous dire que pour avoir essayé des pneus budget chinois, en l'occurrence sur la Dacia Spring qui était équipée, c'est des Lingong, je crois, la marque, c'est juste une catastrophe. C'est des savonnettes ces pneus, quoi. Donc la première chose à faire, c'est de les changer tout de suite. On a une question d'ailleurs à ce sujet sur la page Facebook de Stéphane qui dit: le problème, les véhicules chinois sont homologués avec les pneus chinois. Si on change ces pneus, la voiture n'est plus conforme. Non, absolument pas. Alors tout d'abord, y compris les grandes marques, Xpeng, toutes ces grandes marques-là. Alors Jean-Luc le sait, en visitant les salons, les véhicules chinois sont équipés de pneumatiques de grandes marques européennes ou mondiales. Oui. Donc ça, c'est un signe. Et ils sont pas commercialisés, à une exception près, c'est celle que vous citiez, donc qui est la Dacia Spring. À une exception près, les véhicules chinois commercialisés en Europe sont équipés de pneumatiques de grandes marques. BYD avait fait l'erreur au départ
de commercialiser certains de ces véhicules avec des pneus chinois et c'était une catastrophe. Et ils ont changé, ils sont passés sur du Michelin et ça a résolu pas tous les problèmes, mais une partie des problèmes. Oui, parce que du coup, les voitures électriques sont beaucoup plus lourdes. Une question par rapport à la météo. Vous allez voir où j'en viens. Parce que par rapport à ces problèmes de pneus chinois et de qualité, on voit là qu'on a des différences de semaine en semaine. On passe de 18 degrés à 30, et puis on va repasser la semaine prochaine à des températures qui seront plus les températures de saison. On redescend. Là, j'imagine aussi que les pneus chinois réagissent pas de la même façon. Les pneus budget, donc on va dire l'entrée de gamme chinois ne réagissent pas de la même façon que les pneus de nos... Alors, en termes de pneus budget, il faut bien séparer les choses. Il y a des pneumatiques budget qui sont les troisième lignes des grands manufacturiers. Donc en fait, eux élaborent les pneumatiques budget avec des tests qui sont les mêmes que pour leurs produits haut de gamme. Alors à un niveau différent, effectivement. Les Chinois n'ont pas effectivement les mêmes contraintes. Et c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure sur chaussée mouillée. Il y a des différences quand même très très importantes. Maintenant, il ne faut pas mettre tous les pneus chinois dans le même panier. Il y a quelques pneus chinois qui offrent des rapports qualité-prix qui sont tout à fait convenables. Par contre, il y en a qui sont très très dangereux. La commission travaille donc là sur envisage de nouvelles taxes. Ça peut arriver quand, ça? Alors, il y a une première étude qui est faite. Il faut vraiment bétonner l'étude, donc ça prend 14 mois. Donc c'est quand même très 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 long. Et on en saura un peu plus l'année prochaine. Bon, on vous réinvite dans un an. Oui. Alors, avant. un petit peu avant. Un petit peu avant. Vous revenez quand vous voulez, vous le savez, Dominique. Je reviendrai dès le moment où j'ai des informations plus précises, on en reparlera. Voilà, merci beaucoup, Dominique. Et si vous avez des questions sur les pneus, vous le savez, mais il notre reste avec émission. nous, Dominique, parce qu'on a un auditeur qui a une question pneus. Alors donc moi, je vais aller faire un tour. Non, on l'a pas. C'est pour ça que on va essayer de l'avoir après. Je vais le faire dans ma voix. Suivez-moi. On va essayer, mais pour l'instant, il ne répond pas, notre ami Gwendal. On a essayé dans tous les sens, c'est pour ça que vous m'avez vu me lever, etc. J'ai même mis mon téléphone personnel au service, comme d'habitude d'ailleurs. À suivre, on va donc commencer par la peinture, puisque Marc, il est là. On commence par... Marc est là. Et puis on essaie de rejoindre Gwendal. De toute façon, vous restez avec nous, vous êtes là, on vous garde. Et de toute façon, les pneus, c'est toujours noir. C'est pas vrai. Il y en avait eu en couleur, il y en a même eu qui s'éclairaient dans les années 50. Exactement. Aux États-Unis. Vous êtes tombé chez les pros là. Allez, pub. Et c'est la saison de la peinture. Alors juste une petite précision, on va reparler pneus dans quelques instants parce qu'on a retrouvé Gwendal, c'est la bonne nouvelle, qui a une question à poser sur les pneus. Donc effectivement, on garde Dominique, mais on va parler peinture avec Marc Grandemange, qui est chimiste chez Restom. Bonjour monsieur le chimiste. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Restom, en 3 mots. 1, 2, 3. En 3 mots, entretien, restauration, véhicule ancien. Trop beau. Super. Très bien. Donc la peinture. Alors pourquoi c'est la saison de la peinture? Alors on sait que les peintres, ils aimaient bien peindre le printemps parce que c'est plein de couleurs, mais là ça n'a rien à voir. Non, mais c'est surtout qu'on peut laisser les fenêtres ouvertes. Voilà. C'est plus la météo. Alors on laisse de côté les peintres professionnels qui ont des cabines de peinture, ils peuvent peindre toute l'année. Mais nous qui restaurons nos véhicules anciens, et on le fait souvent de la peinture à l'extérieur, il faut pas faire n'importe quoi, on est d'accord? Alors oui, il y a des conditions optimales. Et au-delà de ça, c'est pas que la peinture est impossible, mais il y aura des effets directs sur l'aspect de la peinture, quoi. Alors c'est quoi? S'il fait trop froid, s'il fait trop chaud, s'il fait trop humide, c'est quoi les conditions idéales d'ailleurs pour faire une bonne peinture? Après on verra quel type de peinture on peut faire. Alors généralement, nous on va donner en température une plage de 15 à 25 degrés. D'accord. Et en hydrométrie plutôt inférieure à 70%. D'accord. Parce que sinon, ça fait quoi? Si je peins, par exemple, je me lève le matin, il fait 17 degrés, mais très humide, et je mets un coup de bombe sur quelque chose, je vais pas avoir le rendu normal. Alors oui, puis les deux sont liés finalement, parce qu'avec température basse, généralement on va avoir un taux d'humidité assez élevé. Donc quand on est en fourchette basse, température basse, humidité présente, déjà on aura un temps de séchage plus long, donc ça peut casser un petit peu le rythme quand on fait de la peinture en mouillé sur mouillé. De l'humidité, c'est pas très bon, ça peut s'intégrer, on va dire, dans la peinture, ça peut créer des voiles, donc un aspect indésirable, des teintes, du coup des taches un petit peu sur la peinture qui apparaît. Ouais. Et à l'inverse, quand on va plutôt être sur des températures hautes, alors je passe tout ce qui est oxydation lié à l'humidité également, et
sur les températures hautes, et ben là on aura une évaporation des solvants qui sont trop accélérés. Et donc, encore une fois, l'aspect qui va être impacté. Oui, ça va faire quoi? Une peinture brillante, elle risque d'être matifiée. C'est quoi le principal défaut? Ça peut être de la peau d'orange, donc des couches en fait qui sèchent beaucoup trop vite, donc la peinture n'a pas le temps de se tendre. L'autre nom de la cellulite pour les femmes. Non mais c'est cet aspect un peu capitonné, quoi. La peau d'orange sur une peinture, on peut la ravoir avec du papier de verre, alors que si vous passez les fesses au papier de verre, ça va pas être très efficace. Donc après, c'est sûr que si on fait de l'après-garnissant, avant la couche de finition, c'est un petit peu moins grave, parce qu'effectivement, on va refaire un travail de ponçage derrière. Mais quand on attaque la dernière couche, la finition, là, on essaie d'avoir un beau tendu, puis une finition du premier coup, quoi. D'accord. Les peintures qu'on utilise pour les voitures anciennes sont différentes des peintures pour les voitures modernes ? Alors il y a eu un gros tournant dans la peinture automobile. C'est la peinture à l'eau. Voilà, notamment avec les directives pour l'environnement, où on est plutôt passé aujourd'hui sur des peintures à l'eau qui sont ensuite vernies. On va dire les véhicules d'époque, jusque dans les années 80, on était plutôt sur des peintures solvantées. Voilà donc la grosse différence, quoi. Oui, on peut les trouver. Donc aujourd'hui, si je peux acheter des peintures solvantées pour repeindre ma vieille voiture, ou même une voiture moins vieille que ça, parce que les années 80, c'est encore pas trop vieux, quoi. Ouais, tout à fait. Typiquement chez Restom, nous on va proposer donc des peintures solvantées. On bénéficie en plus, il y a une directive pour on va dire un peu la sauvegarde du patrimoine. Donc dans le cadre de la restauration automobile des véhicules d'époque, on a une tolérance un petit peu plus élevée sur le fait d'utiliser des peintures solvantées. Est-ce que ça marche aussi sur les motos d'époque? Bien sûr. Oui. Alors après, c'est vrai qu'on parle automobile, mais c'est automobile, moto. Tracteur également, enfin tout véhicule d'époque finalement. Et est-ce que ça marche aussi sur les animateurs d'époque? Non, c'est le vernis qui craque sur les animateurs. Est-ce qu'une peinture solvantée est plus costaud qu'une peinture hydrosoluble? Oui, en général, on était vraiment sur des peintures très résistantes, très costauds. C'est certainement pour ça qu'il y a eu ce choix-là de faire à l'époque. Et après, c'est plus l'environnement qui fait retourner ou en tout cas opter pour une autre solution. Mais les peintures solvantées étaient extrêmement résistantes. Ouais. Oui, donc on a tout intérêt, quand on veut repeindre justement même des petites pièces, de prendre ces peintures qui sont destinées aux véhicules anciens, qui vont être plus costauds que la peinture que je vais aller acheter en centre auto pour les véhicules modernes. Oui, on peut tout à fait entretenir un véhicule avec ce type de peinture. On peut avoir tous les coloris. Comment on fait d'ailleurs, pour retrouver un coloris qui n'existe plus? Alors nous, on aura une base de données énorme sur toutes les teintes constructeurs. Donc soit vous pouvez venir directement avec la teinte constructeur qu'on peut retrouver. Alors des fois difficilement, suivant les modèles. Généralement les forums et les clubs sont des grandes sources de référence pour ça. Mais sinon, après, on a un coloriste qui a l'habitude de travailler dans les teintes d'époque, et donc on va retrouver quelquefois avec rien que le modèle et l'année du véhicule, on peut retrouver la teinte constructeur, ou alors on va contretyper une teinte existante. Oui. Alors vous m'avez dit quand on a préparé l'émission que, alors aujourd'hui on utilise des outils qui s'appellent un spectromètre. Vous le mettez sur la peinture et ça vous indique les mélanges à faire pour obtenir la teinte. Vous m'avez dit notre coloriste il est plus performant que cet instrument électronique pour arriver à faire une teinte vieillie d'ailleurs. Alors, effectivement, il peut y avoir des pièges, on va dire, dans la colorimétrie. C'est-à-dire qu'une teinte constructeur, forcément, un véhicule qui a 60 ans d'âge peut avoir un vieillissement, aura un vieillissement, c'est inévitable. Et du coup, ça, la teinte en est changée. Donc, plutôt que de repartir sur une teinte constructeur neuve, on va pouvoir réaliser des peintures
en tenant compte du vieillissement et du coup refaire des teintes, au final des teintes vieillies quand on veut faire juste une petite retouche par exemple. D'accord. Bon, bah écoutez, on se reparlera. Il y a encore plein de trucs sur la peinture. Oui. Il y a les vernis, il y a plein de choses. Donc on aura l'occasion de retrouver Marc. L'émission, moi je suis resté 1 heure avec Marc presque au téléphone. Donc on va faire une spéciale plein de questions peinture à lui poser. On va faire une spéciale peinture. Bon, merci beaucoup Marc. Marc Grandemange, chimiste chez Restom. Merci à vous. Allez, dans quelques instants, on va prendre la question de Gwendal, puisqu'on a retrouvé Gwendal. Ouais. Et juste après, on ira se promener du côté de Dieppe avec Alpine qui fête ses 70 ans. À tout de suite. Et nous avons retrouvé Gwendal. Avant d'aller nous promener du côté de Dieppe, Gwendal avait une question hyper intéressante sur les pneus. Donc on a gardé aussi Dominique Semfel, qui est le président du syndicat du pneu, à nos côtés. Bonjour Gwendal. Bonjour Gwendal. Oui, bonjour. Bonjour à vous. On a eu peur, on n'arrivait pas à vous avoir. Oui, j'ai des problèmes de téléphone. Ouais, c'est un peu. Tout va bien. Vous habitez où? Moi, j'habite à Boulieu-les-Annonais, en Ardèche. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, allez-y, racontez-nous. Et après... Voilà, ma question est très simple. En fait, j'ai changé mes pneus de ma Sandero, Dacia Sandero. J'ai changé les 4 pneus. Donc, j'ai choisi les pneus sur Internet. Donc, bien 205, 60, R16. Et j'ai pris du 92H. Donc, au niveau du poids et vitesse. Et en fait, j'ai fait une erreur sur Internet parce que c'était mal indiqué. Et j'ai pris du 96H au lieu du 92. Et je voulais savoir s'il y a une incidence déjà sur la sécurité et puis sur le contrôle technique. Est-ce que mes pneus vont passer quoi. Alors, docteur Docteur Dominique S. C'est pas grave, Gwendal. C'est vraiment pas grave. En fait, la réglementation, elle impose de monter des pneus qui sont conformes à l'équipement d'origine en termes de dimension, en termes d'indice de charge et en termes d'indice de vitesse. Oui, parce que là, 92H, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes du pneu, c'est l'indice de charge et l'indice de vitesse. Le 92, c'est quoi? C'est l'indice de charge et... 92, c'est l'indice de charge, donc qui correspond à une charge par kilo. En fait, c'est un ABAC, c'est un graphique. Le pneu peut supporter 92 kilos? Non, il peut supporter 500 et quelques kilos. Je n'ai pas exactement en tête. Donc, et H, c'est un indice de vitesse aussi. C'est un indice de vitesse. Donc en ce qui concerne les symboles, les indices de charge, il est absolument interdit de monter des pneumatiques dont l'indice de charge est inférieur à l'équipement d'origine. Par contre, il n'y a rien qui dit qu'on ne puisse pas monter des pneumatiques dont l'indice de charge est supérieur à l'équipement d'origine. Donc, ce qui est votre cas, il n'y a absolument aucun problème pour le contrôle technique. Donc, vous faites pas de soucis. Il n'y a absolument aucune incidence non plus sur le comportement du véhicule. Et l'indice de vitesse, on a le droit de mettre plus aussi. Alors, l'indice de vitesse, on a également le droit de mettre plus. Alors là, plus. H, ça correspond à quoi? H, ça correspond à 210 km/h. Voilà. Ça va, je suis large. Oui, là, il n'y a pas de problème. Vous êtes large. Sandero, je ne sais pas si je vais aller à 210 km/h. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans un but de simplification des gammes, les manufacturiers ont enlevé les indices de vitesse inférieurs sur certaines gammes et n'ont gardé que les indices de charge sur certaines gammes et n'ont gardé que les indices de charge supérieurs. Est-ce que j'ai le droit, dans certains cas, d'avoir un indice de vitesse inférieur aux pneus homologués en première monte? Eh bien, c'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée. Oui, le cas, c'est les pneumatiques badgées 3 PMSF hiver, où effectivement la législation prévoit ou autorise de monter des pneumatiques d'indice de vitesse inférieur à l'origine. D'accord. Voilà. C'est le seul cas en fait. C'est le seul cas, oui, tout à fait. Après, il faut avoir des dérogations. Monter des pneumatiques dont l'indice de vitesse est inférieur, donc ça ne fonctionne que sur les pneumatiques hiver. Et monter des pneumatiques dont l'indice de charge est inférieur, il y a aussi deux risques quand même qu'il faut bien connaître. C'est d'une part le risque d'éclatement, ça correspond à un sous-gonflage ou à une surcharge. Et puis également un risque d'échéance de l'assurance. Et enfin, un risque de refus au contrôle technique dans ce sens-là. Il y a quand même un risque de déchéance de l'assurance, attention. Oui, tout à fait. En cas d'accident grave, il peut y avoir, l'expert peut déclarer effectivement un mauvais équipement, oui. C'est hyper technique le pneu. Oui, c'est très technique. L'avantage, c'est que mes pneus, ils ont du coup coûté beaucoup moins cher. Au lieu de 137 €, je les ai payés 124 € le pneu. Eh ben écoutez, vous pouvez. Alors, charge beaucoup plus important. C'est ça que j'ai trouvé ça bizarre.
Mais c'est un manufacturier connu, ou c'est un budget J'ai pris des Michelin Close Casmet 2. Donc, j'ai pris des Michelin. Alors, Michelin fait partie des manufacturiers qui ont simplifié leur gamme en ne conservant que les indices de charge supérieurs. Donc, en l'occurrence, vous êtes peut-être dans ce cas. Ah, d'accord. Et vous n'aviez peut-être pas le choix, d'ailleurs. Ouais, un pneu plus performant, moins cher. Ah, j'ai pas regardé plus après, ouais. C'est bien, Ah, mais c'est bien, ouais. Bon, mais tant mieux. C'est bien. Est-ce que, au contrôle technique, il vérifie réellement que les indices de charge, de vitesse, la taille des pneus correspondent? J'ai le sentiment que ça passe. Il vérifie l'état visuel du pneumatique, mais il rentre pas dans les détails. On est d'accord. Ça dépend des contrôleurs techniques. Il y en a qui sont très sérieux, voire tatillons, puisqu'on a parfois des questions d'auditeurs sur ce sujet-là. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus désinvoltes et qui laissent passer, quoi. Oui, parce que clair, quoi. Parce qu'il y a des pneus. Alors tiens, on va reprendre l'exemple de quelqu'un qu'on connaît, Dédé. Ah oui, Dédé. Dédé. David de Regnocourt avait une Alpha 147 GTA, qui est un modèle un petit peu particulier, avec un type de pneumatique. Alors là, pour le coup, au Luxembourg, ils ont le contrôle annuel. Hein. Pas que pour les véhicules de plus de 10 ans, pour tout le monde, le contrôle technique, c'est annuel. Ils n'ont pas 40 millions de bagnoles. Ils sont beaucoup plus stricts que chez nous. C'est-à-dire, ils vérifient vraiment les indices de vitesse, de charge, etc. Et le pneu qui équipait d'origine la voiture n'existait plus. Donc la voiture normalement pouvait plus rouler au Luxembourg. Et une de mes connaissances, Dominique S, a réussi à trouver. A réussi à trouver. Mais on était effectivement dans le cas d'un pneumatique rarissime qui n'était plus fabriqué. Là, en l'occurrence, on avait réussi à trouver en Asie un pneumatique qui permettait de rééquiper le véhicule, mais ça arrive sur certains véhicules, au point d'ailleurs que pour conserver la possibilité de faire rouler ces véhicules, certains constructeurs réhomologuent a posteriori des équipements, de nouveaux équipements. D'accord. Donc si l'équipement d'origine n'existe plus, ils refont une homologation sur un pneu plus récent. Sur un pneumatique équivalent. Ah ouais. Je te réhomologue. Bon bah voilà, parfait. Bon bah Gwendal, vous avez fait des économies, et vous êtes en sécurité, vous avez aucun risque pour le contrôle technique, donc tout va bien. C'est super. Et nous, on a appris des choses grâce à vous, Gwendal. Elle résistera si je la charge à fond. Voilà, vous pouvez vous lâcher sur le saucisson, les pneus lâcheront pas. La Sandero, c'est une des voitures les plus vendues. Hein. On a plus de 900 000. Au particulier, oui. C'était la voiture la plus vendue en Europe, au particulier, je précise. Et en France, je crois que c'est plus de 900 000 déjà. Enfin, c'est une voiture qui, rapport qualité-prix, est top. C'est Dacia, hein. Ouais. Merci beaucoup, Gwendal. Merci Gwendal. À bientôt. Merci à vous. À très vite. Allez, dans quelques instants. Tiens, d'ailleurs, on va parler des Alpines. C'est quoi les pneus sur Alpine? Alors très franchement, j'ai pas l'équipement de l'A390, j'ai pas regardé, mais c'est du 20 pouces. C'est du 20 pouces. La dimension exacte, je ne sais pas, mais j'ai vu que c'était du 20 pouces. Ouais. Là, on est juste, je reviens sur mes différences de température, parce que moi, mon expérience de cet hiver m'a servi. Donc régulièrement maintenant, je fais ma pression des pneus. On fait un peu la pression, comme ça fait du yo-yo sur les routes, là. Il faut faire la pression là, avant les départs en vacances en particulier. Les pneus sont soumis à 3 contraintes. Hein. La première, c'est qu'on roule sur autoroute, donc on roule plus vite. Oui, mais là, par rapport juste aux températures, Dominique, juste au changement de température, on part de 19 à 30, de 30 à on redescend à 24. Il faut vérifier ces pressions régulièrement. Et il ne faut pas faire confiance au TPMS, parce qu'il y a des TPMS qui ne mesurent pas la pression de la même manière que les TPMS directs. C'est quoi ? Alors, c'est le système de surveillance de pression de notre voiture. De la voiture. Et beaucoup d'automobilistes se réfugient derrière cette indication. Or, elle n'est pas forcément toujours fiable à 100%. Donc, ça n'empêche pas, même si on a un système de surveillance de pression, de passer de temps en temps à la station de gonflage. Et puis, vous avez raison de dire qu'il faut faire attention. Il y a les retours de grands week-ends là, demain. Donc, il y a de l'autoroute, il y a tout ça. Faites la pression des pneus avant de reprendre la grande route. Soyez prudents pour vous et ceux que vous aimez. Merci beaucoup, Dominique S. Avec grand plaisir, et merci en tout cas de contribuer à promouvoir la sécurité sur la route au travers des pneus. Bah ouais, parce que c'est un organe. C'est l'organe le plus important de sécurité, c'est le premier. C'est le seul point de contact avec la route, voilà, c'est tout. Et nous, on est le seul point de contact avec vous. Dans quelques instants, on parle de Alpine à Dieppe. Et puis on va pas parler auto, pas que de ça, on va aussi parler balade, région, tourisme, direction Dieppe au volant d'une Alpine, car nous allons avoir le bonheur de parler de 70 ans de la marque. Et on accueille Sovani Haug, qui est directrice performance produit Alpine. Bonjour Sovani. Bonjour Sovani.
Vanny. Bonjour. Alors déjà, pour planter le décor, vous êtes là à Dieppe en ce moment? Je suis à Dieppe, sur la pelouse, en face de la plage, là où il y a le grand rassemblement. Et donc, vous êtes aussi insolente. Ça doit être dur. Beaucoup de voitures? Énormément de voitures. On a plus de 1600 alpines qui sont inscrites. Oh là là. Et puis en plus de celles qui ne sont pas inscrites, donc je pense qu'on fait beaucoup de voitures, et puis on aura une belle parade tout à l'heure avec les voitures du passé et les voitures du futur. Oui. Alors les voitures du futur, vous avez présenté en début de semaine, c'était mardi, c'est ça? Vous avez présenté le futur d'Alpine. Elle s'appelle A390. Alors là, on est en totale rupture avec la philosophie de la marque, parce que la philosophie de la marque, c'était légèreté et petite voiture. Et là, alors je vais le dire, vous allez me dire, non, c'est pas un SUV, mais bon, pour que tout le monde comprenne, c'est un SUV électrique familial. Alors là, je viens de dire déjà deux mots qui vous plaisent pas. J'ai dit SUV familial. Non, mais en fait, je sais pas si c'est pas par philosophie qu'on dit que c'est pas un SUV, c'est parce que c'est une voiture qui reste quand même basse, fait après tout que 2 cm de plus qu'une A290. Et cette voiture, c'est vraiment un fastback parce que on voulait évoquer à la fois sa forme, qui rappelle beaucoup de profil la forme d'une A110, avec ce toit qui chute et qui est très travaillé pour l'aérodynamisme de la voiture. Et c'est vrai, c'est une voiture qui peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Donc c'est quand même une voiture qui a vocation à répondre à des besoins différents d'une A110, pour des voyages à plusieurs ou pour des besoins quotidiens ou le business même. Oui. Alors vous dites, pour rassurer, parce que j'imagine que tous les aficionados qui sont là doivent regarder cette A390 d'un œil circonspect. Vous dites, l'on trouve sur la page Facebook de Sud Radio en direct. Voient les images de cette, qui est très jolie au demeurant, qui est quand même un beau bébé, 4,61 m de long, et surtout qui dépasse les 2,1 tonnes. Alors comment on peut proposer une voiture aussi lourde, prétendument sportive? C'est ça, moi, qui me... Je vous crois, je suis sûr. Il y a quelques journalistes qui ont eu le privilège de prendre le volant. Nous, non, pas encore. Et ils en sont sortis enchantés. Donc comment c'est possible, ça, cet exploit? Alors on a cherché justement à pas être du tout en rupture par rapport à la philosophie de conduite d'une Alpine, donc de vraiment retrouver toute l'agilité, toute la performance d'une Alpine, mais dans un gabarit qui permet d'avoir 5 personnes à bord. Donc pour ça, on a travaillé bien sûr l'allègement. Donc par rapport à d'autres voitures de son segment, c'est une voiture qui reste très efficace, mais ça ne suffisait pas pour pouvoir avoir toutes les sensations d'une Alpine. Donc on a dû travailler avec la technologie pour pouvoir apporter, alors ce que certains journalistes privilégiés ont pu déjà expérimenter sur piste. Donc d'ailleurs on faisait le test à l'aveugle. Vous pensez qu'elle pèse combien cette voiture? Et les réponses aussi entre 1,6 tonne et 1,8 tonne, pour tout vous dire. Ah oui. Donc c'est vraiment les sensations qui nous importaient là, et donc de retrouver tout le contrôle, l'agilité d'une Alpine. Pour ça, on a travaillé. Alors déjà, on a dû mettre une belle puissance à bord, puisque la voiture peut aller jusqu'à 470 chevaux et 808 Nm. De couple, c'est énorme. De couple, avec ses 2 moteurs électriques à l'arrière et son moteur à l'avant. Il y a 3 moteurs électriques, on est d'accord. Il y a un moteur sur chaque roue à l'arrière et un moteur pour les roues avant. Absolument. Ce qui permet de gérer finement en fait le couple sur les roues arrière et de donner cette agilité à la voiture. Exactement. Donc ça nous permet déjà d'avoir une 4 roues motrices pour passer la puissance, avoir une stabilité aussi, qui c'est quand même important sur ce segment-là, d'avoir une belle stabilité. Mais au-delà de ça, on a développé le système qui s'appelle Alpine Active Torque Vectoring. Donc c'est la gestion du couple, qui grâce aux signaux électriques permet d'être extrêmement rapide et efficace et d'envoyer le couple à la roue, entre les 2 roues arrière et entre l'avant et l'arrière, pour avoir cette agilité qui permet de tromper l'inertie et d'avoir une performance vraiment équivalente à une A110. On a fait le test, on avait un cahier des charges assez difficile pour cette voiture. On voulait qu'elle puisse avoir une performance au tour sur un circuit équivalent à une A110. On a fait le test et les 2 voitures
passe en même temps et arrive en même temps. Ah ben je suis curieux d'essayer ça. Bon, au-delà donc de la performance et de ce comportement que vous nous vendez exceptionnel, et donc je suis encore plus impatient, c'est quand même un véhicule électrique qui permettra d'aller suffisamment loin, jusqu'à 550 km d'autonomie, c'est ça, avec de la charge rapide jusqu'à 190 kW. C'est la voiture française à ce jour qui a les meilleures performances en termes d'autonomie, de recharge, de puissance, etc., etc. Donc c'est quand même une vraie Alpine. De puissance, ouais, tout à fait, ouais. Donc elle a une belle batterie de quasiment 90 kWh qui nous permet de travailler, en plus de tout le travail qu'il y a eu sur l'aérodynamisme et l'efficience de la voiture, jusqu'à 555 km en cycle WLTP. On a travaillé évidemment la capacité de faire de l'autoroute et des charges rapides sur autoroute. Donc on a une puissance pic de recharge de 190 kW au maximum. Mais ce qui était plus important que ce pic, c'était d'avoir une bonne régularité. Voilà. C'est ce qui compte, c'est que ça dure dans la durée. Donc c'est de pouvoir faire un arrêt pour recharger de 15 à 80% en moins de 25 minutes. Elle est faite en France, elle? Oui, alors les batteries sont françaises même. Ça, c'est bien. C'est Vector qui fait les batteries. On a même des cellules françaises. Donc très bien. Avec notre partenaire Vercor. Vercor, on a nos 3 moteurs, les 2 bimoteurs, le bimoteur arrière et le moteur à l'avant sortent de la manufacture de Cléon. Waouh. Trop bien. Le véhicule, la batterie, le pack batterie est assemblé à Douai. Et on a une voiture qui sort, alors c'est pour ça qu'on est ici à Dieppe, très fiers de présenter la voiture. Elle sort de la manufacture historique Jean Rédélé de Dieppe. Ah ouais. Donc on a une voiture vraiment très 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 française, jusqu'au bout des ongles. Vous pensez que on s'est associé, je vous entendais parler tout à l'heure des pneus. Jusqu'au bout du pneu, avec Michelin. Jusqu'au bout du pneu, parce qu'on s'est associé avec Michelin pour co-développer, donc dans tout travail de mise au point, on a 3 pneus qui sont co-développés avec Michelin. Dont un pneu tout temps. Et puis on s'est associé aussi avec De Vialet pour le son premium. Très bien. Avec mes 13 haut-parleurs et puis tout le savoir-faire de De Vialet pour la mise au point, pour un son immersif. Pour l'instant, elle n'est pas commercialisée, mais on a une idée des tarifs. Et est-ce que vous pensez que la clientèle habituelle de Alpine suivra ? Alors, je pense qu'une partie de la clientèle habituelle d'Alpine suivra, puisqu'elle nous suit déjà sur la 290. Et là, on répond à un besoin différent. On voulait vraiment faire une voiture qui soit complémentaire dans notre garage, qui permette de faire autre chose que la 110 et qui pour autant respecte tout l'ADN de la marque. Bon, super. Et puis le but c'est de faire de la conquête, évidemment, d'aller pouvoir adresser d'autres besoins que la 110 et la 290, et donc d'étendre la clientèle de la marque. Sauvani Hogg, directrice performance produit Alpine, nous a vendu merveilleusement bien. On part pour Dieppe. Et vous en profitez bien. Merci beaucoup. Vous êtes évidemment produit Alpine. Juste une dernière précision. On vous souhaite un bon week-end puisque ça y est, ça a commencé. Il y a l'inauguration, c'est cet après-midi sur l'angle Dollard-Ménard, boulevard de Verdun à Dieppe à 14h. Inauguration officielle et parade de ce grand événement qui a commencé hier et qui va se terminer demain. Merci beaucoup Sauvani et bonne longue vie à la nouvelle Alpine. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Bonjour François. Bonjour François. On vous entend très loin, oui. Ouais, vous êtes où? Oh là là, on enlève son... Ouais, il ne faut pas se mettre sur haut-parleur, ni sur oreillette. Alors, voilà, j'étais sur oreillette. Eh oui, alors on vous écoute. Qu'est-ce que vous recherchez comme voiture? Moi, j'ai un petit dilemme. C'est que j'ai du mal à me dessaisir d'une vieille de 106 qui date de 2006, qui a 96 000 km. Pour lequel mes parents ont toujours fait la révision, nous également derrière, et qui consomme malgré tout. Et on se pose la question, est-ce que on peut garder dans notre voiture ou alors acheter une Dacia que nous avons essayé Eco G100 ou une Sandero? C'est une Sandero, oui, si vous voulez un équivalent à la 206. Voilà, c'est une Sandero. Et le souci, c'est que nous avons la chance d'avoir un garage, mais qui a une entrée de 2 mètres.
D'accord, donc il faut une voiture pas trop large. De toute façon, ça passe, la Sandero, alors, ça première passe. question, est-ce que notre ami François doit se séparer de ça? Alors, il y a un truc, c'est que la 206, elle a une boîte automatique. Si vous voulez une Sandero Eco sans G, donc avec le moteur GPL, vous n'aurez pas la boîte automatique. Bon, ça, c'est le premier truc. Par contre, c'est vrai qu'en termes de... si vous me mettez dans le message qu'elle consomme 8 litres au 100, la 206, alors, c'est sûr que la Sandero, elle va consommer plutôt 7 litres, mais de GPL à 1 euro au lieu de Super 95 à 1,70 €. Donc, au coût kilométrique, ça sera moitié moins cher. Donc après, c'est à vous de faire le calcul en fonction du kilométrage que vous faites chaque année. La 206, si elle est en bon état, gardez-la. Bah ouais, la 96 000 gardez-la, parce que vous allez la vendre d'une misère, gardez-la. Je sais que, en seconde voiture, à la limite. Complètement. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des amis. Gardez cette voiture-là. Et une Sandero, ça reste de toute façon un bon choix, un bon investissement. Et puis si à un moment vous vous dites j'en ai plus l'usage, vous la mettez en annonce dans la journée, elle est partie. Laquelle, la Sandero? Oui, Sandero GPL, dans la journée, elle est partie. Non, c'est une bonne voiture. Voilà. Je vais pas dire c'est la meilleure voiture du monde, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, mais en rapport prix-prestation, c'est imbattable. Et sinon, François, vous étiez aussi avec la Citroën C3 hybride neuve. Alors, sur la C3, il y a encore des petits soucis de fiabilité qui n'ont pas tous été réglés. La mécanique, il n'y a plus de problème. C'est plus le PureTech d'autrefois. Là, c'est on va dire un nouveau moteur. Donc, il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. Mais en revanche, il y a encore des petits soucis électroniques. Et c'est une voiture très confortable. Voilà, la qualité de la C3. Je vous dirais, si vous voulez une C3, vous attendez la fin de l'année pour en acheter une. Je pense qu'ils ont résolu tous leurs soucis. C'est une voiture qui est super confort, plus que votre 206, qui sera plus économique en carburant aussi, mais qui vous coûtera plus cher au kilomètre parcouru que la Dacia. Voilà, en tout cas François, vous avez donc la réponse. Gardez quand même votre 206, car vous n'allez pas la vendre si vous allez rien du tout. Et puis la Dacia Sandero Eco G100, c'est un très bon choix. Et donc je vais balancer mon collègue, c'est le téléphone de l'ami Jean-Luc Moreau qui a sonné. Oui, mais c'est la première fois en 4 ans. C'est la première fois, oui, parce que ça passe pas normalement. D'habitude. J'ai pas de réseau. Mais vous savez qu'il faut quand même se mettre en silencieux. Oui, mais j'avais pas de réseau d'habitude, là j'en ai un petit peu. Salut l'ami Jean-Luc, on se retrouve samedi. Avec plaisir. Avec un téléphone en silencieux. Avec un téléphone en Merci silencieux. à Anthony d'avoir réalisé cette émission. Et puis à Tristan d'avoir été au standard. Et à notre ami Dominique S d'être venu nous rendre visite avec sa femme qui s'appelle aussi Dominique. On les appelle les 2D. Les DD. Allez, bon week-end à tous. Soyez prudents demain. Sud Radio, on parle auto. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.